La commission électorale confirme la tenue d'un second tour de la présidentielle en Turquie. Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête. L'armée ukrainienne revendique des avancées autour de Bakhmout. Une frappe russe sur un hôpital d'Advivka près de la ligne de front a fait au moins 4 morts. L'Union européenne affiche son unité avant le G7 à propos de l'Ukraine et du positionnement des 27 à l'égard de la Chine. En Turquie, la commission électorale a confirmé lundi après-midi la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle. Après le dépouillement de la quasi-intégralité des bulletins de vote, le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête avec 49,5% des suffrages. Pour être réélu dès le premier tour, le conservateur aurait dû passer la barre des 50%. Après 20 ans au pouvoir comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdoğan partira donc favori du second tour dans 2 semaines, malgré la grave crise économique et le tremblement de terre qui a frappé en février le sud-est du pays. Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, récolte lui 44,9% des voix, alors qu'il était donné légèrement favori dans les sondages. Si rien n'est encore joué, il s'agit tout de même d'une déception pour la coalition d'opposition qui regroupe 6 partis. L'issue du second tour pourrait être influencée par les électeurs du troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli près de 5% des voix. Les observateurs de l'OSCE ont critiqué la partialité de la presse turque lors de la couverture de l'événement. Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la résidence de campagne du Premier ministre britannique pour réclamer plus d'armes dans l'optique de la contre-offensive qui se fait toujours attendre. Londres a promis de fournir dans les prochains mois des centaines de missiles antiaériens et des drones d'attaque de longue portée. Aucune capitale européenne n'a pour l'heure décidé de fournir des avions de combat, mais Londres va déjà former dès cet été des pilotes ukrainiens. It is not a straightforward thing, as Vladimir and I have been discussing, to build up that fighter combat aircraft capability. It's not just the provision of planes, it's also the training of pilots and all the logistics that go alongside that. Now the UK can play a big part of that. One thing we will be doing, starting actually relatively soon, is training of Ukrainian pilots. Avant le Royaume-Uni, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Rome, Berlin puis Paris, où il a engrangé les soutiens et les promesses de livraison d'armes, notamment des blindés, des drones et des systèmes de défense anti-aériens. Sur le plan diplomatique, un haut représentant chinois allié de Moscou doit se rendre dès ce mardi à Kiev pour discuter d'un règlement de la guerre. Ces soldats ukrainiens, blessés dans les combats, sont évacués de Bakhmout, où se déroule actuellement la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Les pertes des 2 camps se comptent par milliers. Si les forces russes contrôlent encore une grande partie de cette ville de l'est du pays, l'armée ukrainienne a revendiqué ces derniers jours des avancées autour de la ville et continue de préparer sa contre-offensive. Selon Kiev, la Russie a concentré plus de 150 000 soldats dans les territoires occupés pour les défendre. En attendant, une frappe russe sur un hôpital d'Advivka situé sur la ligne de front proche de Donetsk a fait au moins 4 morts ce lundi, selon les autorités locales. Les bombardements se poursuivent également à Kherson, dans le sud du pays. Sur ces images, un centre éducatif détruit. L'agence de presse russe RIA Novosti a elle rapporté une explosion dans un salon de coiffure du centre de Lugansk, ville contrôlée par les séparatistes depuis 2014. 7 personnes ont été blessées, dont un haut responsable. Afficher un front européen uni avant le G7, la réunion des pays les plus industrialisés qui se tiendra au Japon. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont présenté lundi les enjeux vus de Bruxelles. Les 27 négocient actuellement un 11e paquet de sanctions contre l'invasion russe de l'Ukraine. Le but est de cibler les pays tiers en Asie, dans le Caucase et au Proche-Orient, qui permettent de contourner les interdictions décidées par l'Union. Regarding third countries that buy directly in the European Union and then potentially deliver sanctioned goods to Russia. Here too the discussion is, and it's basically a warning that we're serious about our sanction, that we could ban these goods from going to that third country
if there is clear evidence that this is a circumvention of sanctions and deliveries to Russia. La question de la Chine sera omniprésente au cours de la réunion. L'Union appelle ses États membres à recalibrer leur partenariat avec Pékin. Les dirigeants européens soulignent le besoin de réduire les risques sans briser les liens. Or, les nouvelles sanctions européennes pourraient toucher des entreprises chinoises. Les deux présidents reconnaissent également que seul Pékin est capable de faire infléchir le Kremlin. Le président du Conseil européen admet également que ce G7 ne doit pas se concentrer uniquement sur la question ukrainienne. Developing and emerging countries have expressed concerns that the G7 is focusing too much on Ukraine and not paying enough attention to their needs and priorities. And we have heard their concerns. We want to build strong partnerships with developing and emerging countries in ways that are mutually beneficial. L'Union européenne avance cette semaine sur une ligne de crête. Les intérêts nationaux entraînent des analyses différentes des enjeux internationaux. C'est pourquoi les deux dirigeants soulignent la nécessité pour les 27 de renforcer leur autonomie stratégique, industrielle et économique. Le fragile cessez-le-feu entre Israël et les militants palestiniens de Gaza semble tenir. Mais les dommages causés par les raids aériens de l'État hébreu sont considérables. Les affrontements ont débuté mardi avec des frappes israéliennes qui ont visé des commandants du djihad islamique en réponse à des tirs de roquettes depuis Gaza. Ces 5 jours d'hostilité ont fait 34 victimes palestiniennes et une israélienne. Les habitants de Gaza constatent donc les dégâts au milieu des décombres. Ils accusent Tel Aviv de mener des frappes injustifiées, compliquant encore un peu plus leur vie sur ce territoire exigu. Israël a rouvert ses 2 points de passage avec Gaza, dont la fermeture avait affecté les Palestiniens disposant d'un permis de travail ou d'une autorisation d'accès pour recevoir des soins. Cette mesure a permis aux camions de transport de carburant d'approvisionner la centrale électrique de Gaza. En parallèle, dans le sud d'Israël, le contraste est saisissant. La population profite de cette trêve pour sortir. La semaine dernière, les roquettes en provenance de Gaza avaient poussé les habitants à se réfugier dans des abris, même si beaucoup de projectiles tirés par les forces palestiniennes ont été interceptés par la défense antiaérienne. Un mois après le début de la guerre au Soudan, le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population, pourraient être bientôt menacées par la faim dans ce pays si le conflit ne peut être résolu. It's really heartbreaking. It's hell. It's every day people struggling to find water because there's no more running water, struggling to find food, struggling to move around because you can be caught in a crossfire if just because you want to go and buy some food, and if you do arrive to a shop, then the prices are skyrocketing, and everybody's running out of cash as well because the banks have been closed for the past 26 days. Des combats ont éclaté le 15 avril dernier à Khartoum, la capitale, entre l'armée et des paramilitaires. Leurs dirigeants, 2 généraux, avaient conjointement accédé au pouvoir en 2021. Selon l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, au moins 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et près de 200 000 auraient fui le Soudan. La crainte d'une extension du conflit aux pays voisins augmente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires se bousculent pour attirer l'attention. One of the things that needs to happen is for the international community to send a very, very strong message to the warring parties and say that humanitarian assistance and, in general, civilians' lives and civilians' infrastructure have to be protected regardless of ceasefires. Bordé par la Macédoine du Nord, la Grèce et l'Albanie, le lac Prespa subit chaque année les effets du réchauffement climatique.
Ces derniers mois, son niveau d'eau n'a cessé de baisser sous l'effet de faibles précipitations. Conditions météorologiques défavorables, dérèglements climatiques et activités humaines mettent en danger ce paysage vieux d'1 million d'années. Можем да ги ставам во две групи на закани, а тие се сериозни закани. Тоа е антропогеното влијание, односно активностите на човекот во рамките на границата на езерото и сливното подрачје, и втората група на закани, тоа е климатските промени. La baisse spectaculaire du niveau du lac a mis en péril la riche biodiversité de cette région et ses espèces d'oiseaux endémiques. The water withdrawal affects, for instance, directly, as I mentioned, the habitats. So, with the influence of the withdrawal, habitats are worsening their quality. They're affecting the existence of the species. So the species are not easily finding food for their existence, for spawning, for breeding. And they are abandoning this region, this place. Until just a year ago, the waters of the lake was at this line. Now that line is almost 10 meters below. This is an illustration of a dramatic ecological situation, which requires urgent measures to be taken by all three countries that share the waters of this beautiful lake. In Prespa region for Euronews, Borian Jovanovski.